je comprends que dans le fond, on parle ici de la gestion de la transformation numérique, non pas de l'aspect de la transformation numérique, quelle technologie, mais pourquoi je vais vers cette technologie, quel est le gain que je vais aller chercher, à quel enjeu ça va venir répondre. Puis l'autre aspect intéressant qui a été mentionné sur les scientifiques qui ont des idées, des fois, quand on arrive en entreprise, par dire, tu dois le voir aussi, là, ils nous arrivent avec des projets, mais dans le fond, c'est des idées. C'est comme, ben ça, c'est pas un projet. Un projet, là, ça a un objectif, ça a une portée, ça a un responsable, ça a des étapes, ça a une petite analyse de risque, ça a un budget. Le reste, c'est des idées. Puis des fois, les entreprises arrivent avec des idées, puis tout de suite, la solution technologique. Alors là, des fois, il faut redécoudre ça un petit peu. Que ça, c'est de la gestion de la transformation numérique. Fort intéressant. Je l'envoie à Nicolas Morel, puis ensuite Luc Poirier. Mais il n'y a aucun problème. Puis pour vrai, c'est le trip technologique. Là, tu sais, nous autres, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense que s'il y a un buzzword où est-ce qu'il y a le plus de trip, on en voit beaucoup. Il y a des gens qui pensent que, tu sais, on parle depuis tantôt la solution, ou tu sais, une approche, un outil. Tu sais, un outil ou c'est une approche. C'est une façon de se rendre à un objectif. Il faut commencer par voir, mais c'est quoi le future state que tu désires? C'est quoi qui est justifié pour t'y rendre? Puis est-ce qu'il y a des moyens plus simples de t'y rendre plus rapidement? Puis il faut pas se perdre dans l'idée de ben ça c'est disponible, je peux l'utiliser ou je devrais le faire. Au début, nous autres, on voyait beaucoup, je vais appeler l'exécutif qui voyait la solution. L'IA, c'était un peu la solution à tous les problèmes chez eux. C'était un assaisonnement magique. J'ai un petit problème dans ce secteur-là, je vais mettre un peu d'AI. J'ai lu de quoi sur McKinsey, puis c'est super intéressant. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est de leur rappeler que c'est simplement qu'une approche. Puis la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une approche qui est nécessaire? Si on peut régler 85% du problème avec des règles statiques, puis on peut décomplexifier la solution drastiquement, c'est pas un bon candidat pour un projet de machine learning. Mais c'est la même chose dans tout aspect de l'organisation en tant que telle. S'il y a un moyen simple d'arriver à un résultat qui est good enough pour l'entreprise, focus sur où est-ce qu'il y a des feux. Le good enough, ça peut déjà être correct. La perfection, c'est pas nécessaire dans tous les aspects de l'organisation. Rapidement. Deux choses. Je vais vous conter une anecdote rapide. J'avais rencontré un directeur général d'une grande entreprise qui parlait, il venait de terminer une conférence, puis il parlait justement de l'innovation, du 4.0, puis ces choses-là. One-to-one avec, puis je commençais à jaser, ta vision, etc. C'était un peu, ça va rejoindre un peu ce que Annie disait tantôt, c'est que il y avait une liste de projets qu'il fallait qu'il regarde, puis tout ça. Puis là, je dis, OK, de quelle façon lequel qui va être le plus, que tu vas choisir, tout ça? Ah, il dit, ça va dépendre du ROI. C'est typique. Puis là, je dis, OK, as-tu pensé à investir sur ton retour? Et il m'a regardé, il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, j'ai dit, on parle toujours du retour sur investissement, Fait que des fois, on va faire de l'asphalte dans le parking parce que le retour sur investissement est plus rapide que d'installer une nouvelle machine dans une usine. Ça, je l'ai vu aussi, là. Fait que, il y a des choses où est-ce qu'il y a une éducation au niveau des gens, où est-ce que la perception du ROI devient prioritaire. Puis c'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. Il faut que tu investisses sur qu'est-ce que ça va te donner. Et ça, c'est un peu des visions d'un peu plus avancées dans l'intérieur de ça. Puis ma dernière question, c'est pour Annie. Il est quand le vaccin du temps kayak quand on fait des rénaux? Je suis bien hâte de l'avoir. Juste pour les rénaux? Parfait. Je pense qu'il y a un moment où ce panel se termine. Il va falloir me le rappeler. Puis l'autre question que j'avais pour nos organisateurs, c'est si on a des questions de la salle, on en prendrait. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Nous sommes peut-être... les voilà. Donc, pas de questions. Puis l'heure, il nous reste une quinzaine de minutes, en fait. 15h15. On a une grosse demi-heure. Parfait. Sur le business case, juste revenir sur ce... Parce qu'il y a deux choses, en fait. Il y a avoir le bon business case, puis effectivement, des fois, il y a des entreprises qui vont arriver avec... C'est sûr, l'intelligence artificielle, il y a eu une bonne... J'aimais le geste du saupoudrage, là, un peu la magie, là. Il y a eu un petit peu ça, puis on arrive des fois avec des entreprises qui nous arrivent avec des besoins, puis tu dis, ben, tu sais, il y a des logiciels qui font déjà ça, vous n'avez pas besoin de... Si toutes les règles sont programmées, puis il n'y a pas d'enjeu. Il y a le business case, il faut que le business case se fasse, je comprends. Mais ce que tu amènes, Luc, c'est à un moment donné, là, c'est leap of faith.
T'as pas le choix, faut que tu y ailles, faut que tu te numérises. Tu sais, le ERP, ces choses-là, il y a peut-être, est-ce que c'est un peu ça que tu voulais dire, qu'il faut y aller, puis que le retour sur investissement, ça se compte en nombre de clients, en nouveaux marchés, en ressources humaines que je vais pouvoir conserver plus longtemps? C'est plus global. C'est que ce n'est pas nécessairement, puis je parlais justement ce matin avec Pierre-Olivier, du concept de gestion de projet qu'on a, c'est qu'on a une équipe CAPEX qui va livrer des projets à une équipe OPEX, d'opération. OK? Puis, malheureusement, ce que je constate, c'est que l'entité, plus de 90% des décisions qui vont se faire, que ce soit du ROI, que ce soit sur l'aspect humain des choses, les technologies, etc., ce sont à travers des équipes CAPEX. Et puis, ils vont livrer, après ça, quand le projet va être terminé, ils vont livrer à l'équipe des opérations. Et c'est là qu'on constate que tu vas faire face à des surprises de taille où est-ce que tu n'as pas nécessairement basé sur des structures complètes de l'entreprise. Ressources humaines, la main-d'œuvre, les inventaires, les fournisseurs, les matières premières, l'ensemble de l'œuvre, c'est ça une transformation numérique. Puis au lieu d'aller spécifiquement sur une ligne de production ou sur un produit X, Y, Z. Puis ce que ça fait, c'est que tu deviens dépendant, trop dépendant selon moi, de l'équipe CAPEX qui vont prendre des décisions justifiées en fonction des paramètres dans lesquels ils sont. C'est-à-dire que ce soit une machine, que ce soit une technologie, que ce soit un secteur d'une usine, etc. Et ce que ça fait, c'est que tu vas te retrouver à la fin du projet avec des diversités et des technologies qui sont compatibles, mais pas nécessairement fluides. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça affecte ton running cost. Et les actionnaires du début, vous autres, les financiers, qu'est-ce que vous voulez? C'est typique. L'entreprise qui prend un programme ou un prêt, bien, le but, c'est de vous faire rembourser dans un contexte win-win. Bien, si les opérations, l'étude de faisabilité qui s'est faite du départ, ou est-ce que dans la gestion du CAPEX, c'était un retour sur investissement de X, puis tu te retrouves en opération 3 mois après, puis le running cost est plus bas, pas parce qu'il y a eu des erreurs, c'est plus dans la structure de la chose. Puis ce que je dis souvent aux entreprises, c'est que regardez des gens de vos opérations et passez sur un contexte collaboratif. Impliquez-les dès le départ dans les projets d'agrandissement, modernisation, appelez ça comme qu'on veut. Prenez vos gens d'opération, mettez-les dans les équipes de CAPEX. Vous allez avoir des feedbacks complètement différents au niveau du projet. Puis ça, ce que ça fait, c'est que, puis ça, je l'ai vécu, c'est des faits concrets, c'est que c'est sûr qu'au bout de ligne, 1 an, 2 ans, 3 ans après, bien, le retour sur investissement puis le running cost de l'entreprise est beaucoup plus proche de ce qui avait été prévu au départ. Peut-être un point, là, tu sais, dans une certaine taille de PME, ceux qui s'occupent du CAPEX, c'est le VP Finance ou le directeur Finance, puis celui qui s'occupe de l'OPEX, c'est le gars de la maintenance ou la directrice de production. Donc, je voudrais juste dire que c'est pas si... dans les plus petites entreprises, on n'a pas des grosses équipes CAPEX puis qui se développent des projets puis qui vont financer. On a un petit peu moins de ressources. Mais ton point, on comprend bien le point. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Oui, Elliot, allez-y. Juste un petit point que je pense que c'est important. Un projet peut être qualitatif, comme tu rajoutes des capacités différentes que tu n'avais pas avant, ou 100% sur le coût. Pour moi, une PME, si tu veux commencer avec un projet avec du succès, tu commences avec un petit projet qui va te donner des retours sur investissement aujourd'hui. Mais revenir à ce que Move.ai disait, puis je suis totalement d'accord, si c'est pas concret, ça devrait pas être un leap of faith. Ça devrait être un projet très concret. Je vais faire X, Y, Z, voici qu'est-ce qui va sortir de ça. Si on n'est pas certain de ça, si on pense que c'est flou, il y a un problème pour commencer, puis je pense que c'est très important de définir son projet comme il faut. Tout à fait, Elliot, mais dans la notion de leap of faith, tu as tout à fait raison, c'est pas de se lancer dans le vide. C'était plutôt de dire, dans un retour sur investissement, je vais regarder dans combien de temps je vais récupérer mon argent. Mais est-ce que je vais regarder, ça va me permettre de rentrer plus vite dans une chaîne d'approvisionnement hautement compétitive. C'était plus dans ce sens-là, c'est qu'il y a d'autres familles de gains, peut-être que des fois, on regardait moins auparavant, mais que maintenant, que le marché est plus rapide, plus intensif dans la compétition, qu'on regarde davantage. Nicolas, vous aviez un...
Et voilà. Mais justement, à ce point-là, tu sais, quand on regarde une initiative quelconque, peu importe le projet, je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il va apporter en termes de, tu sais, des grandes familles d'objectifs. Est-ce que ça va m'apporter la capacité à augmenter mes revenus? Est-ce que c'est parce que je peux accéder à des nouveaux marchés? Est-ce que je peux le faire plus rapidement? Est-ce que je peux créer une capacité manufacturière que je n'avais pas avant à cause que j'ai optimisé mes opérations? Après ça, tu as la décroissance en termes de coûts. Est-ce que ça te coûte moins cher produire ton matériel? Est-ce que tu as moins de pertes? Puis est-ce que ces pertes-là qui engendrent dans le fond du gaspillage, c'est des slots de production qui auraient pu servir à produire de produits davantage? Fait que c'est sûr qu'il y a différentes façons de le prendre en considération, mais au point de tantôt, je pense que sans prendre l'adopteur ou la personne qui est ciblée pour utiliser cet outil-là à l'interne et d'en faire partie dans le projet, c'est quasiment une certitude que ça va être un failure. Parce que si, exemple, je dis, je vais prendre un programme de preventative maintenance, puis moi, je pense que ça me coûte trop cher en maintenance préventive en ce moment, je veux appliquer un programme plus proactif ou, dans le fond, basé sur la vie utile des systèmes. Mais si tu ne prends pas en considération l'équipe de maintenance dans comment tu vas scoper le projet ou comment tu vas leur donner l'extrait ou comment tu vas leur feeder l'information comme aide à la décision, mais ces gens-là n'ont pas fait partie de la solution, donc tu vas faire face à beaucoup de résistance. Mais c'est tellement impératif d'impliquer ces gens-là, même nous, dans notre cas, on les implique dans les ateliers pour qu'ils fassent partie de la solution, pour qu'au moins tu peux compter sur un champion ou une personne qui va pouvoir emmener à l'équipe. Puis j'irais même un step de plus, c'est que faites pas des projets qui impliquent personne chez vous. Tu sais, d'aller chercher un fournisseur puis dire, nous autres, on veut du turnkey, venez nous régler ça, c'est encore pire, parce que là, tu ne donnes pas accès à tes gens, aux gens qui amènent des solutions. C'est un recipe for failure. Pardon. Puis, Patrick, je donne la parole, puis après ça, je vais vouloir entendre nos PME, parce que s'il y a des entreprises qui ont impliqué leur monde, on a Adfas, on a Proden, je vais vouloir les entendre là-dessus. Patrick Tessier. Oui, mais enfin, effectivement, l'approche du user voice, là, vraiment impliquer l'usager final dans le développement de la technologie, on a réalisé que c'est la clé du succès. Ok, donc il faut pas développer des trucs en silo, mais une des grandes réalisations aussi qu'on a fait, c'est le besoin de rapprocher ce qu'on appelle le IT et le OT. Donc les technologies opérationnelles, les technologies informatiques. Historiquement, ça a été des groupes qui travaillaient un peu en parallèle. Il y avait les équipes de génie industriel qui achetaient des machines, qui connectaient des trucs. Puis il y avait des équipes de TI qui installaient des serveurs, créaient des softwares basés sur des besoins. Et là, soudainement, les machines doivent se parler entre elles. Mais ça n'a pas été dans les critères d'acquisition nécessairement. Donc, ça marchait très bien en vase clos. Le OT fonctionnait bien, mais dans une optique industrie 4.0 où tout l'information doit circuler, un élément IT, un élément de réseau, un élément de sécurité, un élément de connectivité devient hyper important. Puis je pense que un peu la clé qu'on voit, c'est que ces équipes-là, OT-IT, deviennent, et en fait, de plus en plus, on dit aussi de notre côté le PT, donc pas pour Patrick Tessier, mais pour le product. Donc, la technologie produit. Donc là, on voit que finalement, la technologie qui est embed ou embarquée dans le produit doit être très près de la technologie opérationnelle qui est déployée et des technologies informatiques vont pouvoir acquisitionner l'information ou collecter l'information qui est générée. Donc, on devient dans une collaboration de ces grandes équipes-là. Encore un point fort intéressant. Je résume parce que, dans le fond, ce sont des technologies existantes, mais c'est leur intégration et leur adoption qui cause problème. Puis, si vous voulez vous joindre à mon club, moi, je suis pour la création du TRL 10. Ça n'existe pas, hein? La Technology Readiness Level, là, ça arrête à 9. Et la recherche fondamentale, un petit peu plus appliquée, puis après ça, le produit, on l'envoie au marché, mais il n'est pas adopté. Et il y a de l'innovation quand même dans l'adoption de technologies existantes. Puis je pense que vous l'expliquez bien au niveau de faire des équipes, justement, qui se croisent OT-IT, puis aussi la façon dont on va impliquer les gens sur l'adoption. Puis on le sait, l'importance d'un projet, si on n'implique pas les gens, l'adoption, c'est la clé. Une technologie qui n'est pas utilisée, ça ne sert à rien. On voudrait tout avoir, quand on met une technologie sur le plancher, on voudrait tout que ça soit comme le iPhone, là, tu sais, créer le besoin de... donc, je serais curieuse de vous entendre à face, puis ensuite, Proden, sur l'adoption.
Nous, c'est certain que nos équipes ont dû apprendre à travailler ensemble parce qu'on a interconnecté notre WMS avec notre MES avec notre ERP avec notre CRM et notre CRM avec notre B2B. Donc, ça implique toutes les équipes. C'était pas naturel au début, il y avait des silos, mais là, on est rendu ailleurs là, depuis qu'on a commencé. Et puis, il y a aussi même une équipe de UI, UX, User Experience, User Interface, pour les opérateurs de production. Donc, on va pas créer une belle interface sur un MES qui ne sert pas à l'opérateur ou que l'opérateur va détourner. Donc, ça implique bien sûr les gens de plancher, les gens de technologie, puis tout ça comme objectif quoi? Mais c'est de fabriquer un produit personnalisé et de livrer dans un temps record à un prix compétitif. Donc, t'impliques le client également. On pourrait revenir sur le client. Donc, j'entends l'intégration de systèmes, là, pour les gens peut-être sont moins familiers. Chaque système sont imbriqués embedded dans vos processus, je ne sais pas quelle phrase dire, numérisés dans vos processus. Donc, c'est une négociation, en fait, là. Tu sais, on est autour de la table, puis ce moment-là du processus, qui le fait? Est-ce qu'on le rentre dans le WMS? Est-ce qu'on le rentre dans le MES? Est-ce qu'on le rentre dans l'ERP? Donc, on comprend, là, c'est une négociation, ça peut être long, puis on peut avoir des gens qui bloquent aussi. Mais pour nous, en fait, je pense qu'il n'y a pas eu tant de blocage à l'interne, mais lorsqu'on a travaillé avec des intégrateurs, je me rappelle du débat, c'est « What is the source of truth? » Puis l'intégrateur du WMS, non, c'est le WMS. Puis nous, on disait, non, ça va être notre ERP. Fait qu'il y a eu un petit combat à ce niveau-là. Est-ce qu'on on a fait un choix? Est-ce qu'on aurait choisi différemment? Aujourd'hui, oui. Donc, ce sont des systèmes à retravailler. Puis, en fait, c'est que tu vas réussir à interconnecter tes systèmes, mais les systèmes vont devenir désuets après un certain nombre d'années. Donc, on a bien réussi. Mais là, au mois de mai, on fait le lancement de notre nouvelle ERP, donc c'est à refaire. Puis on choisit un nouveau WMS qui lui est intégré dans notre ERP et non de faire parler deux logiciels différents. Donc, c'est pas simple, mais c'est le fun. Puis pour nous, ça a donné des bons résultats. Fun, on le coche. C'est possible. Oui, pour Proden. Venant du domaine manufacturier, donc un peu dans la même philosophie que l'automatisation, les machines à contrôle numérique des années 90, excusez. On a pris, je retourne dans le passé, en 2014, l'adoption de notre système ERP. Ça a toujours été clair dans l'organisation que les technologies doivent être au service de la ressource la plus importante de l'organisation. Je vais dire l'humain, mais je vais aller encore un petit peu plus loin, la créativité humaine. Donc, quand il était le temps de mettre le système ERP en place, ça a été de dire, OK, c'est quoi l'objectif du système ERP? C'était pas de donner des beaux rapports ou d'avoir mes chiffres le plus vite possible. C'était de nous assurer qu'on allait livrer la bonne information à la bonne personne au bon moment, dans le meilleur format pour qu'elle puisse prendre juste une meilleure décision. Donc, on a toujours essayé d'évoluer, puis je reviens toujours nous assurer que pas de power trip, de technologie. La technologie, au départ, elle doit avoir un objectif. Qu'est-ce qu'elle va faire pour créer de la richesse dans l'organisation? Cette richesse-là, elle se crée quand on met à contribution notre créativité Moi, mon plus gros actif, c'est mes 60 cerveaux. Donc, ma technologie que j'investis doit être à ce service-là. Moi, je retiens deux choses. Ce que Cindy vient de dire, vous allez faire un nouveau ERP qui remplace l'autre ERP. Je pense que c'est les entrepreneurs, ce qu'il faut qu'ils remarquent, c'est de ne pas attendre la perfection, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent, puis qui sont pas prêts, puis qui sont pas sûrs. C'est que si ça répond à un besoin, puis ce que j'aimerais encore entendre des deux, même la petite entreprise, je ne sais pas, en 2014, tu avais combien d'employés, quel moment, mais tu as eu un ERP en 2014, tu as 60 employés aujourd'hui, donc tu en avais sûrement moins. Tu as un deuxième ERP qui remplace un ERP. Je pense que le message qu'il faut donner aux gens, c'est pour ça que je suis curieux que vous l'entendez dire, c'est justement de ne pas attendre d'être parfait, puis de ne pas attendre de penser qu'il faut avoir 500 employés, puis il faut avoir 100 millions de chiffre d'affaires pour s'outiller. Je pense que c'est ça qui serait le fun, que les deux personnes à mes côtés puissent partager. Je vais y aller avec le relais, donc je vais mettre un petit peu plus de concret. Donc oui, 2014, on était 42 employés. On a doublé le chiffre d'affaires, puis on est 60 employés. Et surtout, on n'a additionné aucun employé au niveau administratif. Donc, on a surtout été capable de incorporer dans l'organisation des emplois qui, je vais considérer dans la PME à valeur ajoutée. Je vous parlais tantôt qu'on projette de notre premier ingénieur, mais ça a été surtout des gens en
TI pour nous amener aussi à un autre niveau. Ça, c'est dans le concret. Oh, veux-tu y aller? Non, vas-y. Nous, notre première ERP, c'était en 2009. À l'époque, on avait 75 employés. Le chiffre d'affaires est à peu près de 30 millions, puis on a doublé aujourd'hui. Donc, tu sais, on l'a quand même gardé 11 ans de temps. On essaye de le maximiser au plus possible, mais là, on est rendu ailleurs. Alors, le choix de logiciel aussi est différent aujourd'hui qu'à l'époque. Tu voulais dire quelque chose? L'interconnexion aussi, c'est important. Tu sais, ce que Cindy disait, oui, le ERP, mais tout le reste de ce qui a été intégré est important. Le but de ça, c'est d'être capable de produire ce qui est requis dans le temps requis, d'augmenter son efficacité en ligne, malgré la difficulté d'aller chercher des nouveaux employés, d'être capable de produire à un plus haut niveau, puis aussi d'avoir l'intelligence artificielle qui va nous permettre de choisir si on veut que notre production soit orientée à fabriquer le plus de produits possible pour couvrir le besoin actuel, ou de bâtir un inventaire en fonction de ce qui s'en vient, ou au contraire de réduire l'inventaire pour garder le plus de matières premières. Fait que c'est d'avoir des systèmes qui nous permettent d'avoir l'agilité en production, puis l'agilité au niveau de l'équipe de vente. Fait qu'en fonction d'où on est rendu dans l'année, on réajuste les informations qui sont utilisées sur la ligne. Si je peux me permettre, Geneviève, vous avez dit tantôt que tu ne pensais pas que l'industrie de la construction aurait généré ou motivé la numérisation. Mais en fait, oui, on fournit des grosses entreprises manufacturières qui, eux, sont super bien planifiées, qui ont un gros chiffre d'affaires, des logiciels à pu finir. Mais pour la construction, on fournit des contracteurs qui, eux, travaillent avec des fichiers Excel. Donc, nous, on doit s'attendre à ce qu'ils nous appellent le matin. « Ah, je suis sur un chantier, il me manque 2 boîtes de vert, 2 boîtes de jaune, puis on a 400 couleurs de celle-là. » Puis c'est pas comme si on va garder un inventaire complet de toutes les couleurs. Donc, nous, on doit accueillir les commandes, on doit fabriquer rapidement, livrer dans un temps record, parce qu'eux, ils planifient pas, puis ils vont pas changer leur façon d'opérer non plus. Puis si nous, on dit non à la commande, mais ils vont aller chez le compétiteur. Donc, drôlement, la construction, c'est une des raisons pour laquelle on a vraiment numérisé. Un petit peu pour pallier à son manque d'organisation, finalement. Non, mais c'est très bien. Jérôme, quand vous aviez un commentaire, allez-y. Oui, en fait, tout ce que j'entends pour moi, c'est de la musique à mes oreilles, parce que dans notre domaine, vous savez, pour le développement logiciel, on utilise beaucoup la méthode agile. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il faut chercher les petites victoires qui vont te donner envie de continuer. Et donc, les MVP, les produits viables qui sont les plus petits possibles. Et donc, ce qu'on essaie de conseiller actuellement à nos clients qui sont dans le domaine du hardware, si je peux catégoriser comme ça, c'est que il faut pas attendre d'être gros avant d'adopter les bonnes manières, comme vous l'avez dit, avant d'adopter certains types de logiciels. Et il y en a qui disent, bon, quand je vais avoir 50 employés, quand je vais avoir tel chiffre d'affaires, je vais mettre en place un système de gestion de données pour faire de l'intelligence artificielle. Mais les bonnes habitudes, ça se prend au début. C'est ce que nos comptables nous disent toujours. C'est dès le début qu'il faut apprendre les bonnes habitudes. On disait ici ce matin que il ne s'agit pas d'avoir des données, mais c'est d'avoir des données propres, clean data. Et c'est la même chose. Donc, dès le début, nous conseillons à nos clients de travailler déjà leur base de données et de bien les structurer et de les garder clean. Là, les jours qu'ils vont vouloir faire de l'intelligence artificielle, ça va être plus simple. Et on peut aussi s'amuser à commencer l'intelligence artificielle tout petit. L'objectif étant d'apprendre. Parce que, bon, vous savez, quand on prend une plateforme comme Facebook, si aujourd'hui, le Facebook qu'on a actuellement, si on nous l'avait présenté en 2008, 7, 8, si on nous le donnait, on ne va même pas vouloir l'utiliser. Il y a tellement d'affaires là-bas que tu vas dire, non, moi, je n'ai pas le temps d'apprendre tout ça. Donc, la courbe d'apprentissage est importante dans n'importe quelle industrie. Donc, nous recommandons à nos clients de commencer petit et d'apprendre à grandir. Et même, on peut s'associer à vos équipes de R&D pour faire de la R&D pour vous. Ça veut dire qu'on vous envoie des ingénieurs qui vont réfléchir avec vos experts métiers pour développer vos produits. Et là, on va intégrer notre méthodologie qui est agile pour vous permettre de chercher des petites victoires, de donner envie à vos employés de continuer. Et un jour, quand vous allez être grand, vous aurez déjà appris les bonnes méthodes et puis vous allez grandir plus vite. Parfait. Oui, Nicolas. On va essayer celle-là. OK, parfait. Mais honnêtement, juste pour continuer dans la lignée du party petit, tu sais, on a tous déjà, je vais prendre un exemple d'un data lake. La grande majorité des compagnies à laquelle on travaille avec, il y a eu le fameux projet de data lake il y a plusieurs années, puis se sont dit,
avant d'arriver à pouvoir prendre des meilleures décisions puis pouvoir mettre en production des capacités, on doit tout assembler. On doit tout récolter la donnée qui est humainement possible dans l'organisation. Donc, j'en veux de mes sensors, j'en veux de mes systèmes, je veux des extractions, des CRM, je veux tout. Puis là, il faisait une grosse collection avec ce data lake-là, mais il n'y avait aucun objectif de qu'est-ce qu'il allait faire avec cette information-là. Donc, il mettait tout cru là-dedans. Pas de merging des IDs, quel système va être le single record of truth. Donc, ça a été juste une grande soupe qui a été créée là-dedans. Puis ce que ça a créé, c'est que beaucoup de, je vais appeler ça de la fatigue exécutive envers des investissements dans des projets à non-valeur ajoutée. Parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, bon, on a des données centralisées, mais on peut rien faire avec. Fait que nous, ce qu'on prend, c'est qu'on dit, c'est correct de vouloir éventuellement tendre vers collecter plus de données, mais commence par, à la place de faire un découpage horizontal, puis dire, mais tout le data lake, puis après ça, on va mettre en place tout le tooling, après ça, on va extraire plein d'insights, puis après ça, on va pouvoir passer à l'action. Coupez-le dans l'autre sens, puis prenez le subset de données qui va vous aider à realistically régler un problème d'affaires. Allez tout de suite dans la modélisation et où les approches mathématiques que vous voulez utiliser pour forecaster ça, pour pouvoir prendre des actions. Puis quand vous allez commencer à prendre des actions, là, vous pouvez dire « Ah, ben on pourrait l'améliorer de telle façon. » Mais avant d'améliorer le modèle 1, peut-être que c'est se dire « Est-ce qu'on devrait plutôt focuser sur problème numéro 2 avant d'aller perfectionner problème numéro 1? » Puis là, vous allez bâtir vraiment une cadence où vous allez créer un appétit de vouloir investir dans ces types de projets-là parce que c'est pas c'est pas à la quête un grand chelem à tous les moments, puis c'est vraiment d'y aller plus bite-size, puis que les gens ressentent la valeur des projets. Puis ça s'applique dans tous les aspects AI ou pas AI. Là. Je trouve ça intéressant, puis le data lake, ça me fait sourire parce qu'on l'a eu ça aussi chez nos clients, puis dans le fond, c'est le fameux buzzword, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le data lake, qui dans le fond parle juste d'une infrastructure, tu sais, je veux dire, c'est une structure de données, là, c'est pas... il manque peut-être, puis je trouve que c'est intéressant parce qu'on est au CEI de Montréal, justement, son rôle, c'est venir d'apporter de la connaissance de base sur ces choses-là, parce qu'il y en a tellement de la technologie, puis je pense que, bon, faut pas non plus, il faut rester ouvert à ça, et puis de venir s'ajuster. Les données, moi, ça me renvoie à quelque chose qu'on a un petit comme un peu l'éléphant dans la pièce, là, tu sais, cybersécurité. Je pense à votre chaîne d'approvisionnement, Patrick Tessier. J'imagine que une PME qui va venir faire affaire avec vous, en termes de, tu sais, ça a l'air avec un data lake très facile d'accès. C'est un peu problématique. Je ne sais pas pour vous fournir, est-ce que vous les auditez? Est-ce que c'est quoi vos requis? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait peut-être, je regarde plus avec nos équipes de spécialistes de chaîne d'approvisionnement pour voir les audits qu'ils font de ce côté-là. Mais c'est sûr que lorsqu'il y a de l'échange de données, les groupes TI vont regarder de très près le type de données qui vont être échangées, la sensibilité. On va travailler avec le fournisseur pour être sûr que ça se transfère de la bonne façon. Oui, il y a beaucoup de buzzwords autour de data lake, de choses comme ça. Et en fait, on a passé par ces étapes-là, nous aussi, pour en fait, un peu de notre côté, se rendre compte que oui, c'est une façon de centraliser le data, mais que le data lake, c'était plus une infrastructure. Le but, c'était pas de le remplir le premier jour, puis après ça, se demander ce qu'on fait avec, mais plus de dire de le remplir au fur et à mesure qu'on découpe les projets spécifiques et qu'on approvisionne le lac, qu'on crée les rivières presque, une par une, pour amener le data dedans et être capable de finalement aider nos data scientists à extraire l'information qui est nécessaire. Mais moi, de mon côté, j'ai pas vu beaucoup de petites PME, d'entreprises qui ont adopté des concepts de data lake. On est plus dans des databases, dans des data warehouses. On n'est pas nécessairement dans des grandes infrastructures de big data. Est-ce que c'est nécessaire à ce point-ci? Je penserais pas. Pour être franc, je pense pas que c'est la première priorité qui devrait être regardée. Nous, de notre côté, c'est sûr, avec nos appareils qui commencent à envoyer du data de plus en plus, les nouveaux avions, on est dans le big data et on doit essayer de trouver des façons de traiter des volumes énormes d'informations qui rentrent avec une diversité très grande, des vitesses aussi d'acquisition de données qui sont grandes. Donc, il a fallu investir dans une fondation, mais il reste encore à mettre certaines autres pierres là, sur tout ça pour aller extraire toute la valeur ajoutée qu'on peut aller chercher là, avec
avec d'autres méthodes comme l'AI, l'apprentissage machine. Je suis curieuse, puis après, je vous donne la parole, juste parce qu'on va commencer à conclure. C'est quoi votre vision pour votre chaîne d'approvisionnement? Dans le futur, là, je comprends que vous investissez, vous la réfléchissez, vous l'instrumentez. Encore une fois, la stratégie de chaîne d'approvisionnement, je pense pas que je suis la meilleure personne chez Bombardier pour parler de ça. Mais comme je disais peut-être d'entrée de jeu, la transparence, de l'information sur les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement, puis la gestion du risque de la chaîne d'approvisionnement. C'est vraiment pour nous ce qui est important, puis qui va dicter nos investissements futurs plus technologiques sur la chaîne d'approvisionnement, c'est comment on arrive à mieux contrôler le risque à travers les différents tiers d'approvisionnement qui constituent notre chaîne. Merci. J'ai lancé plusieurs sujets. Elliot Adou, je ne sais pas sur quel, c'était la cybersécurité, le futur de la chaîne d'approvisionnement ou les buzzwords. Allez-y. C'était plus revenir sur les data, comme on parlait, c'est qu'est-ce qu'on veut conclure, qu'est-ce qu'on veut savoir des data. C'est ça le numéro 1, parce que comme Jérôme l'a mentionné, souvent une PME va commencer à avoir des dirty databases, comme des affaires qui sont pas bonnes, qui sont inutiles. Premier, on veut savoir qu'est-ce qu'on veut sortir comme conclusion. Par exemple, nous, dans le service, on envoie des machines dans 80 pays autour du monde. Alors, on regardait les machines puis les failures de chaque pièce pour voir où qu'on a des problèmes. Puis on a vu, par exemple, des disques durs, un type de disque dur qui avait un failure rate 2 fois plus haut que n'importe quoi. Alors, ça a enchaîné des réactions dans notre compagnie pour réagir aux problèmes. Quand tu sais qu'est-ce que tu veux des données, là, tu peux passer à la prochaine étape. OK, on va structurer, on va le mettre dans un format utilisable. Après, on peut rajouter du business intelligence. OK, quelle décision qu'on va faire basée sur qu'est-ce qu'on voit, mais c'est sûr, c'est des cerveaux humains qui vont faire les décisions. La dernière étape, c'est AI. C'est rapporter des modèles pour voir quelque chose qu'un humain peut pas calculer ou trouver, comment qu'on peut prédire, par exemple, un disque dur basé sur ses premiers 3 mois, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines 3 années. Mais ça commence tout le temps avec, on va faire un logiciel ou un morceau plus petit qu'on peut gérer, on va avoir des données structurées, parce que nous, ça fait 35 ans, je peux te dire, il y a certaines parties qui ont des données complètement inutile. Il faut tout nettoyer, puis c'est un travail 6 fois plus difficile de venir nettoyer des bases de données puis recommencer que de commencer avec une belle base de données puis des belles données. Oui, Luc. En conclusion, on s'en va vers ça. Il n'y a pas un projet aujourd'hui, parce que tu l'as mentionné, là, il n'y a pas un projet aujourd'hui, peu importe le type de projet, que ce soit ERP, peu importe, qu'en haut de la feuille, priorité, de la liste de priorités du projet, que le numéro 1 ne soit pas cybersécurité. C'est primordial. Primordial. Puis si ça, tu parlais de peur tantôt, bien, ça peut être un élément de motivation, justement, qu'on fasse un projet de cybersécurité, bien, qu'il fasse en masse des projets de cybersécurité, parce que, inévitablement, tu vas digitaliser. Donc, tu vas optimiser ta digitalisation. Mais en haut de la feuille, peu importe le projet qu'on veut faire dans l'innovation numérique, en haut de la feuille, c'est la cybersécurité. Allez-y, Annie. Oh. Excusez-moi, je souriais parce qu'on parle de cybersécurité. Je peux vous donner une anecdote sur le développement du vaccin chez Pfizer. Lorsqu'on développe un produit, en général, ce qu'on doit donner comme documentation, si je l'image en papier, c'est à peu près l'équivalent d'un 18 roues de papier que tu dois donner à la FDA ou autre agence réglementaire. Et en théorie, après ça, ils prennent des années à lire chaque papier de ce 18 roues-là. Évidemment, pour le vaccin, on a tout fait accompagner en temps réel. La FDA a changé complètement ses pratiques pour le faire live. Mais quand il a fallu quand même déposer l'ensemble des données, évidemment, de nos jours, ça ne se fait plus papier, ça se fait électronique. La FDA décide de sécuriser pour accepter tout ça. Il y a des transactions normalisées, sécurisées. Il y avait tellement d'attaques sur la FDA, sur Pfizer, sur tout le monde qui travaillait sur les vaccins, que la FDA a décidé, c'est documenté, le National Geographic a documenté ça, a décidé physiquement de venir dans nos locaux et de physiquement downloader l'information et de pas, non pas même pas cru. Fait que la cybersécurité, c'est réel, là. Où est-ce qu'il y a
Ma grand-mère disait, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais c'est vraiment une clé USB que vous insérez dans un robot chez vous parce que le fournisseur vient te déboguer, peut créer un effet domino incroyable. Et le plus on va aller, c'est un souci de tous les jours. C'est absolument dans la liste de risques pour l'entreprise devrait être définitivement là. Petite ou grande, là, je veux dire, il n'y a pas de différence. Adil, est-ce que vous voulez prendre la parole? Allez-y. Oui. Je pense qu'il faut avoir aussi une culture d'apprivoiser les petits échecs et les succès. Parce que c'est vrai, là, c'est la cybersécurité. Si on s'attaque à quelque chose de gros, on peut tomber dans l'inertie, puis on ne va rien faire. On va voir même les institutions financières qui étaient comme les plus blindées au début, qui voulait déposer son chèque avec son téléphone? Personne. Il y a quelqu'un qui a commencé et il a osé pousser la limite. Parce que aujourd'hui, on va faire plus de chèques. Vous êtes à la maison, vous faites des dépôts. Mais il y a quelqu'un qui a osé, c'était un risque. Il a pris le gros risque qui était quand même la cybersécurité. Ben, il l'a ramené à un niveau plus petit pour essayer de gérer et rendre ça gérable. Et à partir de là, ben, on pousse la limite. Moi, je pense, ça, c'est la culture. Donc, je pense que les PME, quand on veut innover, quand on veut... Essayons à une petite échelle pour avoir des choses qui sont plus contrôlables. Et à partir de là, ben, quand on continue à élargir le scope et on apprivoise aussi les petits échecs. Donc, on se rend, la fameuse « you have to go to the edge ». Se rendre à la falaise la première fois, on a peur. On revient une deuxième fois. Et après 4, 5, 6 fois, ça, c'est juste une expérience humaine. On se rend compte, ben, c'est pas si pire. Donc, je pense que ça joue vraiment dans la culture. Parfait. On s'approche vraiment de la fin. Puis j'aimerais, dans le fond, Atfas, avant qu'on quitte, je sais que vous avez parlé un petit peu de vos équipements connectés clients. Et pour moi, c'est un peu le modèle, c'est un peu un changement de modèle d'affaires parce que là, on se retrouve à non plus fournir un produit, mais fournir un service. Puis on parlait de mettre le client au centre, mais là, votre client, c'est le user aussi. Donc, comment cette dynamique-là, c'est un petit peu installé avec le client? Comment vous l'avez fait? Et quel résultat vous avez obtenu aujourd'hui avec ça? On a présenté le projet comme étant un co-développement, puis c'était la réalité. À la base, les données, ce qu'on voulait faire avec, c'était de perfectionner la machine. Donc, lorsqu'on a proposé la machine au client, on lui a dit, écoutez, vous avez les premiers modèles ou les premiers prototypes. Est-ce que vous acceptez que nous accédons aux données? Puis, on va intervenir pour vous aider avec la maintenance prédictive, corrective et tout ça. Il y a beaucoup de clients qui ont dit non. Donc, pour eux, on a offert la machine qui n'était pas intelligente ou celle qui n'était pas connectée. Et pour d'autres qui avaient peut-être un peu plus de courage ou d'audace, ou je ne sais pas, ou peut-être qui nous faisaient plus confiance, mais ils ont accepté. Puis la machine, elle a vraiment évolué. C'est certain que maintenant, le concept d'équipement en tant que service se transforme. On est en réflexion vraiment pour voir qu'est-ce qu'on veut faire avec le modèle. Parce qu'à la base, on était un fabricant d'adhésifs et de scellants, mais c'était en partenariat. Et c'est peut-être pour ça que ça a fonctionné. Intéressant. Oui, Annie, allez-y. Peut-être ajouter un point pour l'ensemble des PME. J'ai trouvé l'exemple de l'équipement qui pose le scellant chez un fabricant de fenêtres. Le fabricant de fenêtres est certainement l'expert du rôle du silicone dans l'isolation de sa fenêtre et certainement pas l'expert de comment pomper du silicone. Puis je peux vous dire, j'ai aucun intérêt à devenir expert sur comment pomper du silicone. Ça me semble assez compliqué, mais vous l'êtes. Vous l'êtes parce que c'est ça que vous faites. Et comment la PME, en fait, c'est peut-être le défi d'ouvrir la question, comment la PME peut aider la plus grande entreprise? On ne vous écoute pas. On manque peut-être un peu d'humilité parfois à écouter, mais ce dans quoi vous êtes expert peut profiter à d'autres, que ce soit en numérisation ou techniques de fabrication. Pour moi, il y a peut-être aussi un certain possibilité de ce côté-là, mais c'était assez créatif et intéressant. Quel beau mot de la fin. Je veux dire, il faudrait écouter plus nos PME, c'est bon. Vous vouliez rajouter quelque chose du côté d'Atfas?
Oui, bien, la seule chose que je voulais rajouter à ça, c'est qu'on encourage vraiment, bien, par des journées comme aujourd'hui, puis par la vitrine 4.0, on encourage l'échange d'informations comme ça avec les différentes entreprises. Quand on a commencé à accueillir des entreprises chez nous, on s'attendait vraiment à avoir des PME ou des clients qui venaient voir comment on fabriquait, puis on s'est rendu compte assez vite que il y avait aussi des compagnies qui étaient plus grosses que nous autres, puis de beaucoup, qui venaient peut-être se renseigner ou voir un petit peu ce qui se passait. Puis ça a créé des collaborations qui sont intéressantes. Tu sais, tantôt, on disait que ce qui était dangereux, c'était de pas bouger ou de pas s'adapter, si on veut, à la nouvelle réalité. Puis je pense que c'est l'effort de tout le monde qui connaît un petit peu ou qui a osé s'aventurer qui va faire que les autres vont suivre. Fait que on invite n'importe qui à venir nous visiter puis à venir voir ce qu'on fait. Puis peut-être qu'on va gagner aussi de l'autre côté à travers ça, parce qu'il y a sûrement des choses que vous autres vous faites que nous autres on fait pas ou qu'on maîtrise pas. Fait que c'est une porte ouverte dans le fond là, qu'on laisse pour les autres entreprises. Parfait. Nicolas Morel, vous avez quelque chose à ajouter? Oups. Oui, Hervé. Et voilà, et voilà. Faire du pouce sur ce que tu dis, c'est tellement important. Tu sais, on parle de PME, on parle de grande entreprise, puis honnêtement, je pense que c'est le meilleur comme mot de la fin au closing statement, c'est que si vous faites un produit qui est au service de vos clients, impliquez votre client potentiellement dans un projet. Tu sais, cherchez le charter customer qui va venir travailler avec vous autres, qui va être un gauge de c'est-tu utile, ça m'apporte-tu de la valeur, ça va vous aider à aussi s'assurer que la solution est en place. Mais ça va créer cette espèce de dynamique de collaboration et plus de partenariat entre deux entreprises parce que vous cherchez à répondre aux mêmes besoins, qui est peut-être de servir le même client qui est le end customer. Fait que de vous attaquer ensemble à comment le régler. Ce modèle par consortium-là peut être très appliqué puis peut être très bénéfique pour tous les différents morceaux de la chaîne. Fait que... Cool. Ben écoutez, je pense que ça conclut le panel. Je vais pas le résumer parce qu'il y a eu trop de choses, mais je pense que ça a été intéressant. Merci beaucoup. J'espère que la participation a été agréable pour vous. Là, c'était pas évident. On était quand même un certain nombre, puis on a une technologie qui, ça a bien été. Alors, merci beaucoup.